si on crée un monde avec des tribus fortes, avec des unités familiales fortes, appelez ça comme vous voulez, qui font le travail avec leur système nerveux et qui produisent des petits humains régulés, ok ? Ces tribus, ces structures familiales, elles vont plus accepter les systèmes classiques, vont plus accepter des systèmes qui ignorent notre physiologie, qui ignorent notre biologie, qui ignorent le fait qu'on soit humain, en fait, qui ignorent le vivant, qui ignorent le fait qu'on ait besoin de soutien, de nourriture relationnelle, qu'on ait besoin que le rythme de notre corps soit respecté. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode de podcast. Coucou tout le monde, je me sens très à l'aise ici, je suis dans mon bureau. Si tu me regardes sur YouTube, tu vois que c'est pas mon setup de d'habitude. J'ai longtemps repoussé l'écriture de cet épisode. Cet épisode, c'est la suite de l'épisode 110 que j'avais tourné il y a quelques mois maintenant et qui s'appelle Maternité sans filtre. Et là, comme je promettais, sur les réseaux, j'en ai parlé de cet épisode, ça va être moitié vie perso, moitié business aussi, on va parler entrepreneuriat. Et je crois que j'ai repoussé l'écriture de cet épisode parce que je savais pas vraiment comment le commencer, donc je vais juste me lancer. L'idée c'est que cet épisode, il soit moins scripté, et il est un peu scripté quand même parce que je prépare beaucoup mes épisodes en marchant, donc je suis allée marcher, et c'est là que les idées me viennent, et juste je parle à mon téléphone en fait. Donc c'est comme si à chaque fois, c'est un peu la deuxième fois que je prononce ces mots quand l'épisode arrive jusqu'à vous, parce que j'ai déjà parlé à mon téléphone, mais voilà, au moment d'enregistrer, je rajoute toujours des choses, il y a des idées qui me viennent. Et pourquoi les idées me viennent en marchant ? Parce que ce sont les moments de ma vie en ce moment où j'ai enfin pas d'hypervigilance. Donc l'hypervigilance, je sais que c'est quelque chose qui peut faire partie du spectre de l'anxiété. Et là, c'est quelque chose qui fait partie aussi énormément de ma vie depuis quelques mois. Pas parce qu'il y a de l'anxiété, mais parce qu'il y a un petit bout de chou d'1 an et demi. Depuis qu'elle a environ 1 an. L'hypervigilance était déjà là avant, mais c'était une hypervigilance différente. Plus, je dirais, physique, physiologique, parce que quand on allaite, bah voilà, on n'a jamais ce luxe de pouvoir se dire « Ok, elle est avec papa, grand-mère, une amie, nana. C'est bon, on peut jamais se relaxer en fait. Genre peut-être que dans 45 minutes, elle va vouloir le sein, enfin bref. Et puis là, bon, depuis qu'elle marche, l'hypervigilance a pris une autre dimension. Donc voilà pourquoi j'ai besoin d'aller marcher seule pour pouvoir enfin retrouver un peu de jus cérébral, et je vais en parler. Quand j'ai publié l'épisode 110 sur Maternité sans filtre, c'était juste quelques mois après la naissance de Lila, donc c'était le full début du postpartum, il y a plus d'1 an maintenant, je pense. Et je vous partageais que j'avais souffert et que je souffrais encore à ce moment-là d'une fissure anale. Donc d'abord, je vais vous donner des nouvelles de ma santé. Si j'écrivais à un ami, c'est ce que je ferais, donc je vais le faire ici. Et cette fameuse fissure anale, finalement, a duré presque 1 an. J'ai dû passer par une opération laser auprès d'un chirurgien. Donc ça m'a vraiment aidé sur le volet cicatrisation de la peau. Pour toutes les femmes, après l'accouchement, si vous avez n'importe quel problème, je vous recommande. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est l'ostéopathie interne. Il faut trouver des praticiens qui le font, parce qu'en France, on fait tout pour l'interdire en ce moment. Ils ont passé des décrets là-dessus. Mais je peux vous assurer que c'est la seule modalité qui m'a permis de retrouver vraiment un retour à la normale. Parce que dans une fissure anale, mais dans toute cette zone-là, il y a la peau, et donc le laser aide sur la cicatrisation, et on peut appliquer des choses et tout ça pour aider à la cicatrisation. Mais le problème, c'est que le muscle se contracte. Et le muscle se contracte de façon autonome. Donc nous voilà dans notre sujet du système nerveux autonome, et c'était un peu une ironie pour moi qui travaille avec le système nerveux autonome, parce que je connaissais le mécanisme, et croyez-moi, j'ai vraiment tout fait. Pratique somatique, tension, relaxation, visualisation, les méditations de guérison de Joe Dispenza, enfin tout. Mais c'était comme si, c'est pas comme si, c'était comme exactement ça en fait, les muscles de cette zone-là, donc de l'anus, faisaient leur vie en fait. Le trauma avait été trop grand et le muscle se contractait tout le temps. Ce qui empêche, si le muscle est tout contracté, il y a une mauvaise vascularisation et ça empêche la cicatrisation en fait, puisque le sang ne circule pas bien. Et donc on se retrouve dans ce
ce cercle infernal duquel on peut pas sortir, parce que le muscle il est autonome, et vraiment, je disais toujours, c'est vraiment comme si mon cerveau n'a plus aucun pouvoir sur mon muscle. Et donc l'ostéopathie interne, ça a été la solution et la seule solution. Avoir quelqu'un qui va sur la zone, avec quelqu'un de très expérimenté. Moi je suis allée voir une dame d'un certain âge déjà, qui est plutôt en fin de carrière, qui avait un toucher, dans le travail somatique, on travaille beaucoup avec le toucher. Voilà, absolument expérimenté et safe et secure. Et grâce à ce toucher en une seule séance, elle a pu envoyer le message à ses muscles de mon corps que ça y est, maintenant ils pouvaient se relâcher. Donc s'il y a eu quoi que ce soit, un accouchement qui s'est mal passé, une cicatrisation difficile, allez faire de l'ostéopathie interne. Vraiment, vraiment. Moi je suis persuadée que si j'avais vu cet ostéopathe interne avant de faire le laser, j'aurais pu éviter l'opération au laser parce que le muscle se serait relâché, ça aurait vascularisé la zone et ça aurait pu cicatriser. Donc voilà, à l'heure où cet épisode sort, Lila a presque 19 mois. Et pour moi, ça veut dire aussi plus d'1 an et demi sans nuit ininterrompue. Sans nuit complète. À laquelle on ajoute la nuit blanche de l'accouchement, parce que personne n'en parle, de celle-là on la récupère jamais, la nuit blanche de l'accouchement, et les insomnies récurrentes pendant la grossesse. Pendant la grossesse, c'était à peu près 1 nuit par semaine où je dormais pas du tout. Le reste des nuits, je dormais très bien, mais 1 nuit par semaine, je dormais pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc en résumé, on est là avec un énorme déficit de sommeil. Et moi, je suis quelqu'un qui a vraiment une très bonne résistance au manque de sommeil. Ça a toujours été le cas. Très bonne résistance au manque de sommeil, on le voit jamais sous mes yeux, je marque pas. Donc c'était ça jusqu'à maintenant. Mais là, après presque 19 mois, je sens que ça devient difficile. Tout particulièrement au niveau de mes capacités cognitives et aussi dans mon corps, parce que voilà, j'ai repris quelques kilos, je sens que j'ai besoin de manger plus pour compenser. En fait, on sait que les hormones de la faim, elles sont perturbées quand on dort pas assez. Je me dis que quand l'allaitement s'arrêtera doucement, on reprendra ce chantier-là. Mais je me sens beaucoup moins, notamment dans le travail, beaucoup moins performante. Et j'utilise pas le mot performance en mode faut performer, enfin je l'utilise de façon vraiment neutre, genre juste je produis moins qu'avant et de moins bonne qualité, en fait. Et c'est très pénible pour une part de moi, ça. c'est très pénible pour la part de moi qui aime bien, voilà, faire bien les choses, être à l'heure, être à l'heure dans le sens pas être en retard sur les choses. Puis là, c'est important aussi parce que j'ai une équipe, donc en fait, voilà, là, ça m'est arrivé dans le podcast de dire, il y aura pas d'épisode de podcast cette semaine parce que on aurait pu sortir l'épisode, mais juste, si on sort l'épisode, ça veut dire que mon équipe va devoir travailler dans l'urgence. Et non, je veux pas ça, en fait, je veux pas ça. Je veux pas parce que moi, je performe moins bien que les autres payent le prix après. Je veux qu'on essaye de travailler au maximum dans quelque chose qui est safe et qui est prévisible. Voilà, avec... je dis au maximum parce que j'en parlerai après dans la partie business, mais quand on est une petite entreprise, ça prend énormément de bandes passantes, les choses sont très mouvantes, en fait, tout le temps. C'est pénible pour une part de moi, une autre part de moi l'accepte, que je produis moins. Mais je crois que le plus dur... dans ce manque de sommeil et puis la fatigue là vraiment qui arrive, c'est ce sentiment de ne pouvoir profiter de rien. C'est-à-dire que même quand j'aurai du temps, j'ai presque l'impression de ne pas avoir l'énergie nécessaire pour me régénérer. Et sûrement, voilà, si t'as connu la fatigue chronique ou si t'as connu le burn-out, si t'as connu l'épuisement, tu sais de quoi je parle. J'ai même pas l'énergie nécessaire pour me re-remplir en énergie. Vous savez, comme quand je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à m'endormir. C'est comme si plus rien n'arrivait à me nourrir en profondeur. Et ça a pu m'arriver avant dans ma vie quand, à 2 reprises sur mon chemin entrepreneurial, j'ai vraiment poussé trop loin et j'étais très fatiguée et il y avait exactement cette même chose il y a plus rien qui me nourrit en fait. Et je le vois, je le sens, je le sais. Moi qui ai beaucoup travaillé sur le concept des ressources, je vois bien que mes ressources sont moins efficaces dans le sens de elles arrivent moins bien à me nourrir. Bon, et là, c'est circonstanciel dans le sens où c'est dans un moment de vie. Pour moi, enfin je le sens comme ça, et ce que je vais dire ici c'est éminemment personnel, hein. Je sens que là il faut doucement que j'arrête de nourrir le bébé aussi, nourrir au sens physique du terme, nourrir en continu, pour commencer moi à recevoir de la nourriture, et sous toutes ses formes. Au niveau de la nourriture, donc ça je sais que ça n'a rien à voir avec l'allaitement par exemple, mais c'est quelque chose qui est très pénible pour moi depuis que j'ai un bébé, genre en postpartum, allaiter tout le temps, genre dès que je voulais manger, elle voulait le sein, avoir tout le temps un bébé sur moi, genre moi j'aime bien vraiment manger tranquille. Là maintenant, on peut pas manger tranquille parce qu'elle tient pas en place 2 minutes dans sa chaise et c'est normal, hein, genre elle a 18 mois, donc voilà, on a fait une petite installation par terre où elle peut aller et venir.
prendre, mais il faut quand même toujours regarder. Mais ça a un peu à voir avec l'allaitement, parce que quand elle va faire ses nuits toute seule, et je ne sais pas quand ça va arriver, on va faire une transition douce, on a juste commencé là, et ça prendra le temps que ça prendra, j'ai vraiment, voilà, relâché les attentes là-dessus. Mais ça veut dire que je pourrais partir juste moi 2-3 jours, et ça veut dire que je pourrais manger seule. Et ça, c'est... Waouh. Il y a la nourriture physique aussi, hein. C'est bien connu que, alors dans le couple, l'intimité est mise à mal avec l'allaitement, qu'il y a moins de libido et tout ça, mais même sans parler de ce niveau d'intimité, c'est pouvoir recevoir la régulation, pouvoir recevoir le pouvoir de la co-régulation, le pouvoir nutritif d'un câlin, de se prendre dans les bras. Ma thérapeute en somatic experiencing, elle me disait toujours, c'était 8 ou 9 câlins par jour pour survivre, et 15 câlins par jour pour s'épanouir en tant qu'être humain. Alors je vous rassure, à la maison, on en est loin, nous. Hein. On en était déjà loin avant, mais là, même ceux qui sont là, parce qu'ils sont toujours là, c'est se prendre dans les bras, j'ai du mal à les recevoir. J'ai du mal à les recevoir, c'est comme s'il y a toujours l'énergie du bébé qui est là entre, même quand elle est pas là, hein, c'est dans mon corps, c'est dans mon corps. Et je crois que l'allaitement n'y est pas pour rien, il y a une telle connexion physique. Donc voilà, je veux aussi récupérer de la capacité à recevoir de la co-régulation. Et encore une fois, hein, ce que je dis là, c'est un partage éminemment personnel. C'est pas du tout universel. J'imagine qu'il y a plein de femmes qui sont capables de donner et recevoir en même temps. Mais moi, je sens que là-dessus, j'arrive vraiment au bout d'un cycle. Et donc voilà, avec tout ça, arrivé à des mois d'allaitement, de manque de sommeil, il y a eu beaucoup moins d'énergie. Et j'ai noté quelque chose qui est très intéressant, c'est que ce ralentissement forcé, il a créé de l'espace. Pas malgré lui, malgré moi, plutôt, malgré moi. Puisque je sentais que j'avais pas beaucoup de capacité cérébrale, de capacité de réflexion, quand on peut être en fait ni dans l'action, ni même dans la réflexion, parce que juste, il y a plus de jus, en fait, ça laisse de la place à l'intuition. Ça laisse de la place pour recevoir les idées, le chemin qui se dessine. Et dans ma vie personnelle comme dans le business, puis je mets vraiment les deux ensemble, hein, parce que c'est honnêtement quasiment inséparable, les bonnes décisions que j'ai prises, les meilleures idées que j'ai eues, c'est toujours des choses que j'ai reçues. C'est jamais des choses que j'ai été chercher. Je sais pas si vous me comprenez là en écoutant, mais c'est pas le même mouvement. Quand je reçois une idée, et quand je vais chercher, comme je force un peu le processus d'idéation. Versus, tiens, il y a ça qui m'arrive, puis c'est d'une clarté, d'une limpidité, c'est une limpidité cristalline, et c'est évident, en fait, il y a cette saveur d'évidence. Et donc, dans ces derniers mois, a émergé aussi vraiment la vision, peut-être je peux dire la grande vision, mais pour Arise et de façon plus globale pour notre entreprise. Arise, c'est un de nos programmes, et c'est celui avec lequel j'ai commencé, c'est notre programme principal, et ça le restera. Et il y a aussi un environnement de produits autour. Il y a notre petit programme gratuit, il y a un programme qui s'appelle Les Fondations. Ce qui s'est passé pour moi, en fait, si je fais une petite rétrospective entrepreneuriale là, du business, c'est que je suis arrivée, il y a presque 6 ans maintenant, dans ce monde, il y a 5 ans, dans ce monde du trauma et du système nerveux, et à ce moment-là, il y avait presque personne qui parlait de ça dans le monde francophone. Donc je suis arrivée dans ce qu'on appelle un océan bleu. Et ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus de monde a commencé à en parler, et ce qui vient avec ça, c'est que je ne m'adresse plus aux mêmes personnes. Je vais expliquer, dans le sens où, au début, les personnes qui me trouvaient, c'était les personnes qui avaient tellement cherché sur leur propre chemin de guérison qu'elles avaient trouvé le système nerveux, même si personne n'en parlait. C'est les personnes qui vont trouver la thérapie par les champignons, genre ce truc vraiment hyper niche, parce qu'elles ont fait tellement de recherches, parce qu'elles veulent tellement s'en sortir. Donc ça, c'était les personnes. C'est ce qu'on appelle les early adopters. Hein. C'est les personnes qui adoptent les choses en premier, qui sont prêts, quoi. Il y a quelque chose qui arrive sur le système nerveux, tout de suite, ouais, on veut. Et maintenant, on a dépassé ça. Okay, et j'ai dû beaucoup me réajuster, puis c'est encore en process ça, pour parler à nouveau à des personnes qui peut-être savent même pas qu'elles ont un système nerveux. Ces 5 dernières années, c'est cette communauté, et peut-être que tu m'écoutes dans le podcast là, puis t'es là depuis des années, on a avancé ensemble en fait. On a avancé ensemble, et du coup, moi, avec les années, j'ai pris l'habitude de parler à un public qui était devenu vraiment bien informé. Aussi grâce à mes podcasts. J'ai dû un peu passer un cap, comme rétro-pédaler à des endroits, et ça m'a demandé du travail sur moi. C'est encore en cours, hein, de m'adresser à des personnes, d'avoir aussi en tête qu'il y a des personnes totalement hors de ma communauté. Parce que ces personnes-là, elles ont besoin d'aide, elles aussi.
Et je prends un exemple, hier j'étais chez mon entraîneur là pour le sport, et puis on parlait des enfants, la différence entre les enfants, puis il me dit bah oui, hein, de toute façon c'est le caractère. C'est une question de caractère. Si l'enfant il fait des colères, il réagit comme ci, comme ci, comme ça, c'est le caractère, c'est une question de caractère. Et moi, bon, intérieurement, je souriais un peu, j'étais là, bah le caractère, ok, hein, mais c'est 10% le caractère. Les 90% restants, on le sait, hein, c'est le système nerveux, c'est le trauma, c'est comment la naissance s'est passée, dans quel état était la mère pendant sa grossesse, c'est l'environnement familial, enfin c'est tout ça en fait, 90%. Le caractère, ok, mais c'est peut-être 10%. Mais lui, il en a aucune idée. Et pendant la séance de sport, je peux même pas commencer à lui parler de ça, enfin faudrait que je fasse toute l'explication. Et je vois plein de schémas dans sa vie. Par exemple, voilà pourquoi il continue à alimenter les disputes avec son ex-femme, pourquoi il est couvert de psoriasis, pourquoi il prend lui il s'en fiche, il prend des anti-inflammatoires et puis merci au revoir, mais il a aucune idée du fait que tout est lié. La façon dont réagissent ses enfants, les conflits avec l'ex-femme, les soucis de santé, etc. Tout est lié. Le dénominateur commun, c'est le système nerveux. Mais il a aucune idée qu'il faudrait s'adresser au système nerveux, qu'il faudrait libérer pas mal d'énergie de survie, stockée à l'intérieur à cause des traumatismes passés et puis passés récemment aussi présents, avec le divorce et tout ça. Donc, c'était une grande question pour moi. Comment continuer à servir la communauté que je sers depuis plus de 5 ans maintenant et m'adresser aussi à des personnes qui n'y connaissent rien parce qu'elles ont besoin d'aide. Et donc c'est toute la grande vision qui a émergé ces derniers mois. Et cette vision, c'est une volonté en fait. Cette volonté de créer des humains réguliers. Et je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ces mots qui ont été choisis avec soin. J'ai pas juste dit aider les personnes à se réguler, mais véritablement créer des humains réguliers. Parce que pour moi, c'est les deux. En fait, c'est aider les personnes devenues adultes aujourd'hui et participer au développement d'enfants qui soient régulés, même de bébés qui naissent d'adultes régulés. C'est un travail de création, en fait. On parle beaucoup de créativité, hein, mais c'est un travail de création, la régulation, la création d'humains qui savent ce que ça veut dire être humain. C'est toujours ce que les personnes qui ont traversé mes programmes, elles me disent. Elles me disent, j'ai l'impression qu'on m'a donné le manuel pour être humain. Et être humain, c'est quoi ? C'est être en vie, c'est pouvoir être dynamique, mais pouvoir être calme aussi. C'est les deux, hein. C'est pas juste être calme. Je pense que j'ai pas besoin de le rappeler. La régulation, c'est pas juste être calme, c'est être vivant. C'est ça la régulation. Et donc être vivant, ça peut être pouvoir faire une séance super intense de sport, pouvoir se défendre quand on n'est pas d'accord, pouvoir monter au créneau de façon passionnée quand il y a quelque chose qui, voilà, notre côté activiste, hein, des choses quand on est convaincu. C'est tout ça, c'est tout ça. Et puis aussi, pouvoir méditer, pouvoir ralentir, pouvoir vraiment se reposer. C'est les deux, en fait, c'est vraiment les deux. Moi, j'ai vraiment cette vision d'enfants qui grandissent dans des familles régulées. Et je disais à mon mari, il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, hein, je disais à Mathilde, je lui disais, mais est-ce que t'imagines que Lila, elle grandit elle va grandir, enfin elle grandit déjà, j'espère, dans un environnement où elle sait que dans le foyer, il y a rien de mal qui va lui arriver. Et je lui disais, moi, tu sais, j'ai grandi dans un environnement où, à tout moment, quelque chose pouvait m'arriver, et quelque chose de mal. Et quand je dis quelque chose, c'était de la violence physique ou de la violence verbale. La différence entre ces deux systèmes nerveux, entre mon système nerveux d'enfant et entre son système nerveux d'enfant, la différence, elle va être, c'est même pas immense, c'est abyssal en fait. Le système nerveux, il ne se forme même pas de la même façon. Et sans parler, voilà, de tout le reste, hein, qui fait partie de l'environnement. La bonne alimentation, les parents qui font attention au sucre, à garder éloigné des écrans, etc., etc. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que vraiment, il y a un fossé qui se creuse entre ces enfants qui vont grandir comme ça et puis les autres. Et le fossé se creuse parce que, et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est physiologique en fait, ils vont juste pas se développer de la même façon. Le cerveau, le système nerveux, ça va être deux humains, mais deux humains avec des fonctionnements physiologiques genre complètement différents. Je pense souvent à ça, vous savez, c'est vraiment quelque chose qui m'occupe beaucoup, cette réflexion. Je me dis, waouh, c'est abyssal quoi, comment on va pouvoir se rencontrer en fait entre êtres humains avec des fonctionnements tellement différents, tellement différents.
Et je sais que ouais, peut-être des parents qui écoutent puis qui disent oh, wesh, on fait comme on peut, quoi, on fait comme on peut. Et je parle pas du tout, encore une fois, je parle pas du tout de perfection. Hein. Je parle ni de perfection dans l'attachement. J'en ai déjà parlé beaucoup, mais il y a bien sûr des ruptures dans l'attachement, bien sûr que je perds patience, bien sûr que parfois j'élève la voix, bien sûr que. Mais voilà, j'essaie vraiment de dire à Lila, de lui expliquer là maintenant, j'ai plus de patience. Mon réservoir de patience, il est à 0. J'utilise ces mots. Hein. Il est à 0. J'ai plus de capacité, je lui dis. J'ai plus de capacité, là. Ma capacité, elle se réduit. Euh, et bien sûr que parfois, voilà. Je perds les pédales aussi, tout comme tout le monde. Donc il y a ces ruptures dans l'attachement. Ce qui est important, c'est qu'il y ait réparation. Okay. Ça veut pas dire qu'il y a un camp où les choses sont parfaites et l'autre camp où c'est désastreux. C'est pas ça. Il y a plein de voies du milieu. Mais il y a je dirais un peu le camp avec de la conscience et puis le camp sans conscience, les personnes qui savent qu'elles ont un système nerveux puis les personnes qui savent pas encore qu'elles ont un système nerveux. Et moi, ma grande vision, c'est que tout le monde sache qu'on a un système nerveux et qu'on puisse traiter les enfants qui sont des petites personnes en développement. Un enfant, c'est uniquement une petite personne en conséquence, avec ses connaissances et cette conscience-là. Et là-dedans, chacun fera comme il peut. Mais justement, c'est là où on a du pouvoir. Parce que quand on dit chacun fait comme il peut, ça parle de quoi? Ça parle de notre capacité. Ce dont je parle tout le temps. La capacité de notre système nerveux à tenir le trop. Beaucoup de fois, très souvent avec les enfants, c'est notre capacité à tenir le trop. Notre capacité à tenir des polarités aussi. Je suis tellement heureuse. Et je peux vous dire, là, en ce moment, à 18 mois, moi, je tiens tout le temps des polarités à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, je suis avec Lila et je suis là, ok, maintenant, ça fait 1h30 qu'on est ensemble, je t'aime tellement d'amour et je suis tellement contente d'être avec toi. Et là, j'ai l'impression que ça fait, au niveau énergétique, j'ai l'impression que ça fait 5 heures qu'on est ensemble. Parce que l'hypervigilance, elle est tellement présente. C'est très difficile pour moi en ce moment parce que rien n'a de sens dans les activités. Vous voyez, elle change d'activité toutes les 75 secondes, on touche la pâte à modeler, on arrache la page du livre, enfin rien n'a de sens. Et moi, dans mon cerveau, j'en suis plus à ce stade de développement. J'ai besoin, pour que quelque chose me nourrisse et me fasse plaisir, que les choses, elles aient du sens, qu'on puisse se poser, même que je veux bien faire du coloriage, y a pas de problème, mais il faut qu'on puisse se poser au moins 10 minutes à faire du coloriage, qu'il y ait quelque chose de beau qui émerge. Enfin, vous voyez, moi, je suis adulte maintenant, j'ai pas le cerveau d'un enfant de 18 mois. Donc c'est très souffrant pour moi, ça. Et du coup, ça fait que c'est très énergivore. Très énergivore. Et c'est comme ça, hein, je sais que ça va passer. Mais il y a ces deux extrémités, en fait. Je suis tellement heureuse d'être avec toi. Et là, j'ai tellement de besoin d'une pause parce que l'heure qu'on vient de passer ensemble, c'est comme genre 5 heures pour moi, en fait. Énergétiquement. Donc c'est ça la capacité du système nerveux. C'est à tenir des polarités et souvent, si on parle des enfants, mais dans la vie de façon générale, parce que nos vies elles sont juste folles maintenant, c'est la capacité à tenir le trou. Quand je dis on fait comme on peut, ok, et ça je parle avec des enfants, mais en famille, en relation, ce on fait comme on peut, bah ça vient parler de notre système nerveux. Parce que si je suis tout le temps submergée, si je suis en proie à mes propres sensations qui sont tout le temps trop, avec lesquelles je peux pas être, s'il y a du trop partout dans mon système et puis dans le système collectif aussi, si je suis complètement écrasée par le système actuel que j'arrive même pas à reprendre mon souffle, c'est sûr que après, quand notre enfant, il veut un dessin animé, il veut la sucette avant le dîner, mais il y a même plus d'énergie pour tenir les limites en fait. Et pour tenir le cadre qu'on s'est posé pour nous-mêmes. Il y a une forme de il faut résister à cet endroit-là. Et la résistance, ça demande de l'énergie. Résister, peut-être c'est pas le bon mot, mais je veux dire tenir, c'est tenir ce qu'on s'est donné comme cadre en fait. Et ce qu'il faut aussi beaucoup, c'est énormément de créativité pour proposer autre chose. Viens, on va faire ça, comment on pourrait faire ensemble et tout ça. Donc c'est voilà, rester ferme dans nos limites, ce qui déjà peut demander de l'énergie si c'est un sujet pour nous, les sujets des limites, le sujet du non, dans notre histoire personnelle, et puis ensuite avoir la créativité de proposer autre chose. Et ça, si on n'a plus d'énergie, bah y a pas, en fait, tout simplement on n'a pas la capacité. Donc voilà pourquoi cette grande vision, elle vient parler vraiment de notre système nerveux. Hein. Parce que qu'est-ce qui va permettre aux enfants d'être régulés, c'est notre capacité en tant qu'adultes de pouvoir faire ça. Tenir le cadre, proposer des alternatives, et réparer quand c'est nécessaire, quand on a perdu les pédales, parce que ça arrive. Je parle de famille. Peut-être revenir sur ce mot de famille, parce que je sais qu'avec toute la diversité des structures familiales aujourd'hui, ça fait presque traditionnel un peu de parler de famille, et pourtant je vais utiliser ce mot, je vais en parler. Et c'est sûr que pour les personnes qui n'ont pas ça, c'est un coût supplémentaire pour le système nerveux, c'est extrêmement coûteux.
Je peux même pas imaginer, parce que c'est un peu comme la parentalité. J'ai jamais imaginé, en fait, ce que ça pouvait être, donc je peux pas l'imaginer, c'est sûr que non, parce que moi j'ai la chance d'avoir un autre adulte dans la maison. Et le quotidien doit être tellement difficile, je pense aux mamans solo, aux papas solo, juste à une personne qui est célibataire et qui aimerait entrer en relation, ça prend énormément de bande passante, ça. Donc, je parle de ces structures familiales-là, de personnes qui, je vais l'appeler isolées, enfin où peut y avoir cette solitude. Hein. Je parle aussi de la famille qu'on se choisit, ok. Et en même temps, cette famille qu'on se choisit, c'est pas toujours évident d'avoir dans des amitiés quelqu'un d'aussi engagé que quelqu'un qui vit avec nous. En ayant un discours physiologique, en ayant un discours du point de vue du système nerveux, le fait que la structure familiale se délite, donc le fait qu'il y ait énormément de personnes adultes qui se retrouvent seules, avec des enfants ou sans enfants, mais seules, c'est très coûteux pour le système nerveux, très très coûteux pour le système nerveux, tout simplement parce qu'on sait que notre système nerveux, il a besoin de ces ingrédients de base que sont la sécurité et le soutien. Et dans la famille, le soutien donne de la sécurité, bien sûr. C'est beaucoup plus difficile de trouver le soutien dont on a besoin si on est seul, de façon pratico-pratique, quoi. Qu'on soit seul ou avec des enfants, et puis peut-être a fortiori avec des enfants, c'est aussi difficile, je crois, quand on est seul, de s'opposer à des systèmes avec lesquels on n'est pas d'accord. Et vous allez voir où je veux en venir avec ma grande vision, du coup. Par exemple, pour mes enfants, si ça se passe mal à l'école, avec mes enfants ou sans enfants, si le médecin ne m'écoute pas, si les personnes qui sont censées me soutenir dans les institutions ne sont pas soutenantes, voire sont maltraitantes. C'est hyper dur, quand on est seul, d'être face à ça. C'est déjà dur quand on est à deux, genre quand il y a 2 parents, c'est déjà dur. Mais quand on est en solo, je peux même pas imaginer. Donc, d'où la nécessité de recréer une forme de famille. Appelez ça une tribu si vous voulez, que ce soit des amis, des grands-parents, etc. Mais voilà pourquoi je parle de famille, parce que je crois que l'unité familiale devient une force, en fait. Et si on crée, et quand je dis famille, c'est un couple aussi, hein, pour moi. Si on crée un monde, ou une tribu, encore une fois, ou une tribu, ça peut être une famille choisie, d'accord ? Si on crée un monde avec des tribus fortes, avec des unités familiales fortes, appelez ça comme vous voulez, qui font le travail avec leur système nerveux et qui produisent des petits humains régulés. Okay, ces tribus, ces structures familiales, elles vont plus accepter les systèmes classiques. Elles vont plus accepter des systèmes qui ignorent notre physiologie, qui ignorent notre biologie, qui ignorent le fait qu'on soit humain, en fait, qui ignorent le vivant, qui ignorent le fait qu'on ait besoin de soutien, de nourriture relationnelle, qu'on ait besoin que le rythme de notre corps soit respecté. Les personnes qui travaillent avec moi dans le programme Rise, il y en a certaines qui sont mamans et je sais qu'elles reçoivent tout le temps la question parce qu'on en a parlé ensemble. Je suis vraiment sans filtre en coulisses ici, avec vous. Elles reçoivent tout le temps la question de où est-ce qu'elles envoient leurs enfants à l'école. Parce que les personnes qui traversent nos programmes, elles se rendent compte après de l'absurdité de « Ah ouais, peut-être de 8h à 17h pour un enfant de 8 ans assis sur une chaise ?» un peu too much. Et puis on le voit, enfin je veux dire, il y a même pas besoin d'avoir fait le programme Rise ou ni même d'avoir des enfants, genre on en parle beaucoup dans les médias aussi, comme dans les pays du Nord, ils sont les pieds dans la terre tout l'après-midi, ils font la cuisine, etc. Ils sont pas du tout assis toute la journée, ils ont des meilleurs résultats académiques plus tard avec ces enfants-là. Donc nous, il y a tout un système à revoir. Quand on avait fait l'événement Rise Alumni en janvier dernier, Émilie et Diana avaient fait des témoignages dessus, sur des systèmes alternatifs, des écoles alternatives, l'école à la maison, etc. Et ça avait suscité énormément d'enthousiasme, même chez les personnes qui sont pas parents. Donc c'est intéressant. Je prends l'école en exemple. Aujourd'hui, c'est une des structures dont on peut parler, mais il y en a plein d'autres. Hein. On pourrait parler des hôpitaux, quand on parle de pas respecter le rythme du corps, hein. Même je vais dire de juste respecter la dignité humaine. On pourrait parler des prisons, des hôpitaux, quand on va chez le médecin, on pourrait parler de toutes les institutions. Ce qui est important pour moi ici, et ce qui est très présent dans ma vision, c'est ce que je veux dire, c'est des structures familiales, des tribus qui n'acceptent plus les systèmes qui les oppressent et qui ne sont pas en harmonie avec ce qu'elles veulent vivre et ce qu'elles veulent faire vivre à leurs enfants. J'imagine la multiplication de ça, en fait. En tant que tribu, en tant que structure familiale, on a énormément de force, on a beaucoup plus de force que si on est isolé. Et ça, c'est vraiment, moi, le monde que je veux participer à créer. Ça ne viendra pas des politiques publiques, etc. Je ne crois pas que ça va venir de là. Ça va venir d'unités d'humains, de groupes d'humains forts qui vont faire changer les choses et vont exiger des systèmes existants qu'ils changent. Parce que tout le monde va se diriger vers des alternatives ou ne va pas se diriger vers des alternatives, mais les personnes qui font, parce qu'on parle des systèmes, mais c'est les humains qui font les systèmes, les personnes qui font les systèmes, elles
grâce à tout le travail qu'on fait, vont savoir aussi qu'elles ont un système nerveux et vont changer, vont savoir qu'elles ont un système nerveux, que les enfants avec qui elles sont en contact, par exemple, ont un système nerveux, les malades avec qui elles sont en contact ont un système nerveux, les personnes âgées, etc., etc., et vont changer le système de l'intérieur, en fait. Donc ça va être un double mouvement. Ça va être chaque personne dans son rôle va changer le système de l'intérieur, et puis de l'extérieur, des unités de personnes qui sont régulées, qui sont unies, et donc un peu l'union fait la force, hein, qui vont exiger de ces systèmes qui changent. Et ensemble, on va doucement faire changer des systèmes qu'on a l'impression aujourd'hui de pas pouvoir changer, tellement c'est des choses qui sont en place depuis longtemps, et lourdes, et bureaucratiques, etc. Mais je crois vraiment, le monde, il est fait d'humains, le système, il est fait d'humains, donc c'est ça. En fait, pour moi, la clé, elle est absolument là. Des humains régulés, des familles régulées, des tribus régulées, des enfants régulés. Voilà, donc ça c'est la grande vision. Et puis je vous ai dit que j'allais vous parler aussi un peu d'entrepreneuriat, du côté business des choses. Je devrais faire une petite rétrospective de même comment est né en fait le programme Rise. J'ai pas du tout commencé avec le programme Rise, hein. J'ai commencé avec des séances individuelles et puis après moi ma logique ça a vraiment été, et je crois que c'est ce qui a fait le succès absolument du programme, c'est qu'il a été très empirique. Tout ce que je répétais dans les séances individuelles, je me disais attends, je pourrais me garder beaucoup plus de temps de séance avec la personne, je vais le dire en groupe. Donc j'ai commencé à donner des séances individuelles, puis avec du groupe. Puis après, tout ce que je répétais en groupe, bah attends, je pourrais le mettre en vidéo, comme ça on pratique ensemble en groupe. Et c'est comme ça, en fait, vraiment qu'est né le programme. Puis après, voilà, j'ai structuré les choses. Mais c'est vraiment parti de là, de ce que je répétais tout le temps et ce qui me semblait être absolument fondamental à transmettre. Donc ça a été vraiment ce process-là. Ensuite, il y a eu le process de créer ce plus petit programme là, les fondations, parce que tout le monde n'arrivait pas à rentrer dans le programme Rise. Et puis après, doucement, on a créé une équipe au fil des années et on a pu augmenter les places en fait, hein, dans le programme Rise, jusqu'à accueillir aujourd'hui, c'est à peu près 200 personnes par édition du programme. On est vraiment content et contente de ça. Et ça requiert énormément de travail. Ça requiert une équipe solide et je veux faire vraiment une dédicace à ma business partner Diana ici qui fait un job absolument merveilleux avec l'équipe, notamment l'équipe des coachs Rise. Et ça a demandé de bouger énormément de choses. Ça demande de se renouveler tout le temps, de se réinventer tout le temps. Et même encore maintenant, hein, parce que maintenant, il y a une entreprise à gérer. Donc, une entreprise à gérer, il y a plein de départements dans une entreprise. La communication, il y a apporter de la valeur via le podcast, il y a communiquer, la communication et le marketing. Hein. Personne n'aime ce mot-là, mais c'est ça, en fait, c'est promouvoir ce qu'on fait. Si on promeut pas ce qu'on fait, bah, personne va en entendre parler. Hein. Et du coup, on changera pas les vies des gens. Donc ça, c'est comme ce qui est un peu sur le devant de la scène. Puis sur le derrière de la scène, il y a la comptabilité, il y a se mettre dans les tableaux financiers, il y a s'assurer que tout est optimisé aussi. On doit gérer en droit. C'est un terme juridique, ça, qui est très vieux jeu. En droit, moi j'ai fait des études de droit, on dit gérer les choses en bon père de famille. C'est écrit comme ça dans le code civil, hein. Peut-être que vous connaissez pas la loi, mais dans le code civil c'est écrit comme ça. En bon père de famille. Donc bref, c'est en entrepreneur sage et raisonnable, on doit toujours regarder, voilà, où est-ce que l'argent rentre, où est-ce que l'argent sort, où vont les choses pour pouvoir être une entreprise solide aussi, si jamais, bah, il y a, je sais pas, ce qu'on appelle les coups durs, enfin, c'est-à-dire, je sais pas, il y aurait une récession, bon bref, il faut être une entreprise solide aussi pour pouvoir continuer, donner de la prévisibilité aux personnes dans les finances, dans leurs agendas, enfin, il y a tellement de choses. Et puis il y a plein d'initiatives aussi qu'on a menées, donc on a commencé une étude là sur les résultats du programme Rise, vraiment une étude scientifique hein, avec Lisa qui est merveilleuse là-dessus. On a eu la première réunion de notre board médical, donc tout ça c'est des choses qu'il faut préparer, tout ça c'est des choses auxquelles il faut penser. Voilà, la personne qui s'occupe de tous les réseaux sociaux, la personne qui s'occupe des vidéos, est-ce que c'est encore utile, est-ce que voilà, tous les 3 mois en fait, faut comme tout revoir, et les choses elles sont super mouvantes parce que bah on voit ce qui fonctionne, on voit ce qui fonctionne pas, il faut tout le temps s'adapter en fonction de ça, et en fonction de notre vision aussi, qu'est-ce qu'on veut créer dans le futur, est-ce qu'on a l'espace de le créer ou pas, ça a été une grande question là pour nous ces dernières semaines, et donc ça nous a amené à réorganiser énormément de choses, donc je suis dans une désillusion là en ce moment, mais ça fait longtemps, hein. Dans la vie on se dit tout le temps, oh quand, tu sais, genre, quand les enfants seront partis de la maison, quand on aura déménagé, quand... Et moi, c'est toujours genre, tiens, quand ça, ce sera terminé. Et en fait, il y a toujours de nouvelles choses qui arrivent. Donc là, moi, depuis des mois, c'est l'acceptation que une entreprise, c'est quelque chose de profondément vivant,
comme un être humain, comme un système nerveux, et que ça ne se calmera jamais. En fait, il n'y a jamais un jour où je vais arriver dans mon entreprise, les choses rouleront, j'ai tous les process en place et je peux faire les choses en paix sans avoir rien à penser et tout. J'adorerais. Vraiment, j'adorerais. Juste faire mes épisodes de podcast, j'ai des process pour tout le monde sait ce qu'il a à faire. C'est plus ou moins comme ça. Et les choses, elles bougent tout le temps. Les choses, elles bougent tout le temps. Et quand on est fondateur, hein, quand c'est notre entreprise, nécessairement on est sur tous les fronts. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment dû apprendre à faire, à déléguer de façon structurée, de façon assez lente pour que voilà les choses elles soient bien faites aussi. Et nécessairement la personne à qui on a délégué les choses, parfois elle a une question, il faut qu'on communique avec elle la vision, enfin donc de facto on est quand même sur tous les fronts. Même si on n'est plus sur tous les fronts, on va dire dans les petites tâches du quotidien, on est sur tous les fronts en termes de charge mentale. Tout le temps. Et nous, c'est quelque chose à la maison, c'est vrai que on pourrait regarder nos heures effectives de travail sur l'ordinateur. Donc peut-être que, enfin c'est pas peut-être, elles sont moins élevées depuis que Lila est là, elles sont beaucoup moins élevées. Mais par contre, c'est tous les repas, les repas sans Lila, hein, parce que les repas avec Lila, c'est impossible d'avoir une conversation de A à Z, c'est toujours interrompu. Quand elle part chez la babysitter le matin, on prend notre petit déjeuner après, et la journée de travail, elle commence déjà à ce moment-là, en fait. Et il y a ça, telle discussion, quelle décision on prend, il faut penser à ça, s'il te plaît, tu peux faire ça pour moi. Non, enfin, c'est tout le temps, en fait. On est comme dans une espèce de réunion continue, en fait. Et on doit être très intentionnel sur ok, là maintenant on va faire ça et on parle pas de business. Et nous on le fait beaucoup par exemple voilà, si on veut se prendre un samedi off, on va essayer de voir des amis, voilà, donc comme ça, toc, on peut pas parler de business et puis on amène l'intention à cet endroit-là. Et je disais c'est beaucoup de discussions tout le temps et c'est beaucoup de décisions tout le temps aussi. Et c'est ça qui est le plus énergivore. Et c'est là-dessus aussi que je sentais que je fatiguais beaucoup en rapport avec ce que je disais au début de l'épisode. Ces dernières semaines et ces derniers mois. Et quand on a de la fatigue décisionnelle, il y a des décisions qu'on repousse, mais c'est des décisions qu'on devrait prendre. Avec tout ce que ça amène, parfois une décision, elle va nous amener à poser des limites, elle va nous amener à devoir reposer le cadre, elle va nous amener à avoir une conversation difficile avec quelqu'un. Et ça, franchement, quand on est très limité en énergie, quand on est fatigué, c'est dur et c'est toutes les choses qu'on va procrastiner, parfois même sans s'en rendre compte, hein, et qui vont faire souffrir l'activité. Il y a des décisions que j'aurais dû prendre avant, il y a des choses où j'aurais dû être davantage dans l'anticipation. J'accepte aussi, j'ai fini par le faire, mais il y a certaines choses qui auraient dû être faites 2 mois, 3 mois avant, voilà, parce qu'on est aussi là maintenant dans une phase d'activité où c'est même pas c'est comme si c'est comme ça, parce que il y a des préavis à respecter avec les personnes, il y a devoir informer l'équipe et tout ça, donc on doit comme prendre toutes les décisions 3 mois avant de devoir les prendre. Et donc ça implique de réfléchir tout le temps. Si t'es entrepreneur et que tu m'écoutes, tu me comprendras peut-être, ou pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que moi c'est un peu comme la parentalité ça, enfin c'est même carrément comme la parentalité, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu m'imaginer. C'est-à-dire que depuis que je suis entrepreneur, j'écoute beaucoup d'autres entrepreneurs, mais il y a plein de choses. Vous savez, quand vous écoutez des choses, puis c'est comme si ça atterrit pas en vous parce que vous en êtes pas encore là. Et maintenant, je comprends des choses que j'ai entendues il y a genre 5 ans d'entrepreneurs beaucoup plus avancés que moi et je dis « Ah, c'est de ça qu'ils voulaient parler en fait. Ok. » Mais j'aurais jamais pu m'imaginer l'anticipation qui est demandée de moi aujourd'hui, de tenir tout dans ma tête comme c'est demandé de moi aujourd'hui, de devoir me laisser infuser la vision. Voilà, quand j'ai commencé le programme Rise, encore une fois, j'étais dans l'océan bleu, il y avait les enthousiastes du système nerveux, j'étais juste dans je faisais en fait. Je faisais. Ok, j'ai étudié ça, on va avancer ensemble, voilà le programme, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup formée, tac, on y va, et c'était... Voilà, il y avait comme rien à réfléchir parce qu'il y avait tellement de demandes aussi. Et là maintenant, il y a cette deuxième phase où, ok, là maintenant, toutes les personnes qui savent qu'elles ont un système nerveux, elles ont plein d'offres possibles, et c'est génial. Et il y a toutes ces personnes qui savent pas encore qu'elles ont un système nerveux. Donc comment je sers ces deux groupes de personnes, en fait. Et ça change beaucoup de personnes super enthousiastes à qui rien n'est proposé. C'est très très différent maintenant. Très très différent. Et donc ça demande, vraiment beaucoup plus de structure, d'anticipation. Et ce que je partageais la dernière fois sur les réseaux, de vraiment pour moi, personnellement, toujours tenir ces 3 rôles. Donc le rôle de CEO, le rôle d'entrepreneur, le rôle d'étudiante, et ce rôle
cette dernière année et demie, c'est le rôle qui a été le plus mis à mal avec la naissance de Lila, ça c'est sûr, et vers lequel là, ça y est, je reviens là ces derniers mois et ça fait tellement de bien parce que ça c'est encore une question d'être nourri en fait. Je reviens à ce concept d'être nourri et de nourrir. Moi j'ai réalisé très fortement ces derniers mois, si je ne lis pas, j'ai du mal à écrire en fait. C'est comme ça, j'ai besoin d'être nourri dans mon contenant et puis pour pouvoir redonner en fait. Donc voilà, entrepreneur, personne qui étudie toujours la matière, puis pour garder aussi, moi c'est ma passion, je suis fascinée, j'aime, enfin je suis bizarre mais voilà, j'aime lire des livres sur les traumas. J'aime lire des livres sur la physiologie. Donc ce rôle de rester étudiante et puis ce rôle de personne qui guérit. Parce que pour incarner ce travail-là, dans le domaine dans lequel je suis, c'est particulièrement important. Voilà, mes propres process internes, parce que c'est ça qui me permet de partager de façon incarnée aussi. Et donc, c'est cette harmonie toujours à trouver entre les trois rôles. Il n'y a pas d'équilibre parce que ça sera jamais 33%, 33%, 33%, c'est sûr que non. Mais qu'il y ait toujours de la place pour les trois rôles, même si l'un d'eux est un peu moins pendant une saison, puis l'autre prend un peu plus de mais voilà, je peux pas être que entrepreneur, parce que je dois rester absolument en contact avec la matière, je peux pas être que étudiante, parce que sinon je fais rien, je suis juste dans mes livres et j'étudie, c'est bien, mais voilà, faut l'amener dans le monde aussi, faut le structurer, voilà. Et je peux pas être que dans la personne qui guérit, parce que si je suis que en proie à mes processus internes tout le temps, c'est la même chose, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de communication dans le podcast, sur les réseaux, etc. Donc voilà, un petit peu là les coulisses, des réflexions, la vision, ce qui se passe pour moi. Il y a vraiment une grande vision qui est en train d'émerger et qui sera annoncée début d'année prochaine. Plein de grands changements, des choses trop belles qui arrivent. Je suis hyper heureuse. Faut encore beaucoup qu'on travaille dessus. Mais c'est en naissance, c'est en train de naître, ça, c'est vraiment en train de naître. Il y a beaucoup de fatigue, et en même temps, je suis emplie de gratitude, mais vraiment, c'est presque parfois, je disais, en gratitude, la capacité de mon système nerveux aussi, parce que ça peut paraître tellement éloigné parfois, le fait d'être si fatigué, et le fait d'avoir tant de gratitude. C'est fou, et je disais, la capacité du système nerveux, c'est justement cette grande capacité à tenir les polarités. Et j'ai l'impression que je suis dans ça tout le temps là depuis 1 an et demi. Donc je suis contente parce que je vois qu'il y a de la capacité là dans ce système nerveux, c'est cool. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Mais voilà, une grande gratitude pour l'entrepreneuriat aussi, pour toutes les parts de moi qui n'ont pas abandonné, parce que vous savez, enfin, ou peut-être pas si vous êtes pas entrepreneur, mais il y a 1238 raisons d'abandonner quand on est entrepreneur. Il y a 4576 opportunités d'abandonner. Et à chaque fois, faut choisir de pas le faire. À chaque fois, faut choisir de continuer. Et vraiment, c'est dur parfois. J'ai fait un épisode où j'avais dit l'entrepreneuriat, c'est du trauma en bouteille. C'est tellement prenant. C'est tellement prenant. Et moi, je respire, je mange mon entreprise. Enfin, voilà. Depuis qu'il y a Lila, il y a plus de... Les espaces, ils sont plus définis, beaucoup plus qu'avant. Mais le truc, c'est que les espaces avec Lila, c'est pas des espaces où je me repose. Hein. C'est des espaces de présence intense avec elle. Et en même temps, l'entrepreneuriat me permet d'être autant avec elle. Donc c'est là où il y a énormément de gratitude aussi, avec toute la fatigue qui vient avec. Peut-être je conclue avec ça, mais je me dis, c'est sûr, c'est un chemin qui vaut 1000 fois le coup. C'est un chemin qui vaut 1000 fois le coup, et je me demandais, c'est quoi le succès, là, dernièrement. Je me demandais ça, puis je le transmettais aussi à mes équipes dans doTERRA. Je leur demandais, c'est quoi le succès pour vous? Et le succès pour moi, je crois que c'est faire 90% de choses que j'aime et dans lesquelles je suis bonne aussi, parce que être bon dans des choses, ça nous fait les aimer aussi au quotidien. Et ça, c'est le succès pour moi, en fait. Simplement, que ce soit lire un livre sur le trauma, créer un programme, faire un gâteau, expliquer à Lila que là, j'ai plus de capacité, faire des choses que j'aime, être au bord de la mer, être au soleil, être devant mon ordi, être super focus, être en train de créer mon contenu pour les réseaux, écrire. Et c'est des choses tellement diverses, et c'est des choses dans lesquelles je suis bonne et que j'aime. Et si je peux faire ça au quotidien, et pas faire voilà les choses qui m'ennuient, qui sont lourdes pour moi et tout ça, pour moi, c'est à la fois la définition du succès et à la fois la définition de la liberté. Et pour en arriver là,
Il y a tout un chemin entrepreneurial, semé d'embûches, franchement, semé d'embûches, mais qui permet d'arriver là. Puis j'ai l'impression que le pourcentage, il a augmenté. J'en suis pas encore à 90%, hein, de choses juste que j'aime et dans lesquelles je suis bonne. Peut-être je sais pas, à 70%, là, maintenant. C'est ça pour moi, la définition du succès, la définition de la liberté et d'une vie bien vécue, en fait. Donc, je t'invite, si t'as écouté cet épisode, à te demander ça, parce que je crois que c'est une vraie belle boussole. C'est quoi le succès pour moi? C'est quoi la liberté pour moi? Puis cette vision du milieu. De quoi est-ce que je veux que mon quotidien soit fait? J'ai une personne qui a traversé ma vie, qui était dans ma vie à un moment, qui disait toujours le quotidien, c'est le ciment de la vie. J'aimais bien cette expression, c'est ça, parce qu'une vie, c'est une journée, plus une journée, plus une journée. Et on doit pouvoir la traverser avec ce bon flot du système nerveux, hein, pour pouvoir être à la fois dans des moments très gourmands en énergie, qui nous demandent beaucoup d'énergie, puis les moments où on peut venir la régénérer. Puis moi, je suis dans ce travail de, voilà, doucement arrêter l'allaitement pour pouvoir retrouver les moments où l'énergie, elle se régénère aussi. Voilà pour cet épisode un peu life update, business update, réflexion sur la vie, partage de la grande vision. J'espère que ça aura été, que ça aura piqué ta curiosité, peut-être. Je sais même pas si c'est intéressant, mais que tu auras passé un bon moment, que c'était stimulant, intellectuellement au moins. Je te remercie pour ton écoute, je te remercie si t'es là depuis longtemps, peut-être si tu fais partie de ces early adopters dont je parlais au début, ou si t'es là super récemment et que ça fait peut-être quelques semaines que tu sais que t'as un système nerveux. Merci pour ta confiance, merci pour votre écoute, et je veux vraiment le répéter, dire que c'est pas du tout quelque chose que je prends pour acquis. Enfin, nos heures, chaque heure est tellement précieuse, et prendre 40 minutes, 50 minutes pour écouter un épisode de podcast, pour m'écouter, c'est... Enfin, moi, je suis toujours totalement émerveillée de me dire, il y a des milliers de personnes qui écoutent ce podcast, il y a plein de moments où il y a plein de parts de moi qui ne comprennent pas ça, et qui ne peuvent toujours pas réaliser ça. Donc, voilà, je veux vraiment dire que je viens avec ce podcast, enfin, je viens dans ce podcast, toujours avec un grand émerveillement pour ça, et un grand sens du service. C'est mon principal pourquoi avec ce podcast. Merci pour ton écoute, merci pour ta confiance, nouvelle ou renouvelée, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.